Bonjour à tous. Donc on prépare cette nouvelle conférence. On attendait encore un peu de monde, mais ça y est, tout le monde, je crois, arrive au fil de l'eau. Donc Guy Loudière, moi je suis le directeur formation de la FESP, la Fédération du service aux particuliers. Nous sommes sur une après-midi de présentation globale du secteur des services à la personne. Et le premier thème étant la formation, sur un format de 3/4 d'heure. L'idée, c'est de vous présenter toutes les évolutions, les attentes du secteur. Et pour ça, je me suis entouré de deux personnes. Le président de la commission de la FESP, qui s'appelle Didier Château, qui se présentera tout à l'heure, qui est président et directeur général d'un groupe qui s'appelle Général des Services. Et puis sur ma gauche, donc Nicolas Rousseau, qui est le directeur général d'un partenaire historique de la FESP, qui se présentera tout à l'heure, qui est organisme de formation, l'ISF et l'IRSAP. Donc l'enjeu de la professionnalisation dans le secteur des services à la personne est un enjeu majeur depuis fort longtemps, depuis la loi Borloo de 2005, mais bien avant. Le syndicat, nous ayant été créé en 1996, dès le départ, on a réfléchi à comment former les futurs salariés de la branche des entreprises de services à la personne. Donc de là a été créé un vaste plan de formation 2006, 2007, 2008, 2009, qui a permis de former quelques 27 000 intervenants du domicile. Et là, à l'époque, on ne parlait que de la formation d'intervenants sur des formations et thématiques très courtes. On était plutôt sur de la formation type un jour, 2 jours. Donc, au-delà de ces 27 000 salariés formés, derrière, la fédération a développé un plan national avec l'État de développement de l'alternance, où on s'est dit à l'époque, eh ben voilà, on a créé un CFA qui est toujours unique en France dans les services à la personne. Comment dupliquer le modèle sur l'ensemble du territoire national? Donc ce plan qui était à l'époque signé avec l'Agence nationale des services à la personne nous a permis de former 2000 alternants sur l'ensemble du territoire dans le cadre de l'apprentissage et du contrat de professionnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur est un secteur tout à fait innovant et tout à fait nouveau. Donc il y avait une acculture vraiment au métier de l'alternance, parce qu'à l'époque, on l'a ouvert évidemment aux entreprises, mais aussi aux associations et aux CCAS. Donc c'était aussi la première fois qu'on avait un plan national qui permettait d'associer nos amis des associations et puis le secteur public. Donc réussite faite. Donc aujourd'hui, nous avons au sein de cette fédération à peu près 80 organismes de formation qui sont référencés et qui développent pour nos entreprises et pour le secteur des services à la personne des formations, qu'elles soient diplômantes, certifiantes ou qualifiantes. Donc l'objectif, c'était d'écumer l'ensemble du territoire et les DOM-TOM. Donc aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques représentants dans la salle que je salue. Et puis aussi les DOM-TOM avec la Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Donc parce que le secteur s'est vraiment développé sur l'ensemble du territoire. Et puis même, on a quelques travaux au niveau de l'Europe avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Donc, et là, depuis peu, la semaine dernière, on a rencontré une fédération du Japon qui souhaite réfléchir à la professionnalisation à la française parce que le Japon a une véritable problématique liée au vieillissement de la population. Mais la forte différence, c'est que chez nous, on arrive encore avec du mal à trouver des salariés, mais au Japon, ils n'ont plus de salariés. Donc, comment faire pour pouvoir amener un nouveau public sur le secteur des services à la personne dans ce pays. Donc vous voyez que la fédération, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on a annoncé le mariage entre nos deux fédérations, la FEDESAP et la FESP. On a une nouvelle fédération qui s'appelle la FENSP. Donc l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin, plus vite, pour servir au mieux le secteur. À côté de cela, on a formé pendant très longtemps les intervenants à domicile. Aujourd'hui, on se dirige vers de nouveaux axes. Et l'axe sur lequel on va évoquer 2 axes aujourd'hui avec vous, c'est le niveau supérieur sur l'encadrement intermédiaire et l'encadrement supérieur, c'est-à-dire les dirigeants et les responsables de secteur. Et puis aussi les nouveaux métiers que Didier Château nous présentera, c'est-à-dire que sur la Silver Economy, on est en train de travailler sur une nouvelle filière et sur de nouvelles formations qui vont naître et qui vont systématiquement intéresser à un moment donné vos entreprises ou votre secteur d'activité dans lequel vous êtes.
Didier, je vais d'abord te donner la parole sur la filière Silver Eco, sur lequel tu vas pouvoir un petit peu exprimer tout le travail qui est réalisé aujourd'hui au sein de la fédération. Merci. Alors, avant de commencer sur une thématique un peu technique sur la Silver Economy, juste une petite rétrospective sur le marché des entreprises de services à la personne. Je ne sais pas qui sont présents dans la salle, je ne sais pas ce que vous venez rechercher sur la thématique formation, soit vous êtes vous-même déjà à la tête d'une entreprise, soit vous voulez en ouvrir une, peut-être même secteur associatif. En tout cas, si vous êtes là, vous avez raison, puisque vous avez compris que la formation était au cœur des dispositifs et de la réussite dans notre secteur. On vient d'un secteur qui n'est absolument pas professionnalisé, on est sur de l'entraide historiquement familiale, parfois même religieux. C'était la prise en charge des personnes âgées, ou classiquement, on était sur un travail non déclaré de ménage ou de garde d'enfants. Comment professionnaliser? Tout simplement par une maîtrise d'un geste technique, par un apprentissage de techniques liées à la gestion humaine. C'est-à-dire qu'un intervenant à domicile, il va se distinguer d'un autre par des savoir-faire et des savoir-être qui vont être formalisés par des formations. Donc, aujourd'hui, notre principal concurrent sur le marché, c'est le travail au noir. C'est vraiment le travail dissimulé, sur lequel on a peu de compétences avérées. Et donc, la différence qui va se faire et qui va peut-être justifier votre tarif, c'est par la compétence de vos intervenants. Il y a un deuxième axe qui est extrêmement important, Guy l'a dit. On parlait du Japon ou de la Chine, parce que la Chine est un des premiers marchés du service à la personne. Vous savez que l'enfant unique a fait que les Chinois aujourd'hui, qui sont âgés, n'ont plus qu'un seul enfant, et qu'aujourd'hui, ils ont un vrai problème de structuration familiale, et aujourd'hui, ils sont obligés de faire intervenir des services à la personne pour solutionner le problème de maintien à domicile. Donc le marché chinois devient le premier marché de service à la personne au monde. Voilà. Et donc cette problématique-là, on l'a également dans nos métiers, c'est-à-dire que l'attractivité du secteur, le turnover, la pénibilité, tout ça doit être un axe structurant de vos entreprises ou en tout cas de votre quotidien ou association, c'est-à-dire préserver la qualité de travail de vos salariés en évitant toutes les maladies professionnelles. Il faut savoir qu'on est le premier secteur professionnel d'accident du travail devant le bâtiment. Ça, il faut savoir que vous le payez dans vos bulletins de salaire. C'est-à-dire que le taux de cotisation, il est proportionnel à l'accident, enfin, au niveau de prise en charge par la sécurité sociale. Donc, plus vous amènerez un niveau de qualité à vos salariés sur leur lieu de travail, et plus vous rendrez attractif notre secteur. Le deuxième axe, c'est la fidélisation. Quelqu'un qui maîtrise un geste, quelqu'un qui a une compétence forte sur un métier, ben, il va être fidélisé, il va prendre plaisir, il va avoir un vrai rôle professionnel reconnu par la famille. Donc, soit c'est considéré comme une besogne secondaire et il sera vu comme quelque chose qui n'est pas valorisant. Et donc, c'est quelqu'un qui quittera le secteur parce qu'il ne sera pas reconnu. Soit à l'inverse, il va être reconnu comme un vrai professionnel qui maîtrise un geste technique et auquel cas, il sera un interlocuteur de bon niveau par rapport à une famille et donc reconnu et respecté. Donc, c'est vous, en tant qu'organisateur de service, qui devez mettre sur un piédestal vos salariés par la compétence en les formant et idéalement en les diplômant. Voilà. Notre convention collective est récente, mais en tout cas, elle prévoit dans sa grille une vraie reconnaissance salariale en termes de rémunération des diplômes. Ce n'est pas le cas avant. On était sur le Code général du travail et que vous soyez diplômé ou non, la rémunération était la même. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, de dire à un salarié ou un jeune qui rentre sur le secteur, démarrez dans notre secteur et soyez diplômé, vous serez entre guillemets récompensé, il y a une vraie gestion de votre carrière qui est possible. Aujourd'hui, on peut l'annoncer. Donc, ce sont des éléments très importants. Ensuite, on va parler de modèle économique. Vous savez, nous sommes sur un secteur de main-d'œuvre, donc nécessairement, les marges sont contraintes. Et donc, si vous voulez vendre mieux et plus cher à vos clients, il faut nécessairement que la prestation soit meilleure. C'est normal, c'est le marché qui veut ça. Et pour avoir une meilleure prestation, il faut avoir une meilleure compétence. Et donc, votre outil de travail demain, ou aujourd'hui, ce sont vos salariés. Ce sont eux qui vont créer une véritable valeur ajoutée. Et quelle est la différence entre une heure de ménage et une heure de ménage? A priori, il n'y en a pas. Et pourtant, il y a énormément de différences selon le prestataire et l'intervenant. Donc, la formation, c'est le maître mot de notre secteur. La DARES nous annonce 300 000 emplois dans les 7 ans. Il n'y a pas 300 000 personnes qui veulent travailler dans le secteur aujourd'hui.
Et on a un départ massif à la retraite, puisque l'âge moyen de nos salariés est de 47 ans, qui en fait un des secteurs les plus anciens, les plus âgés de tout le secteur économique. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont repris un travail après une première profession et sont rentrées sur ce champ des services à la personne pour avoir du temps partiel et parce que le marché acceptait effectivement des personnes disponibles. Donc souvent des femmes, 96% du secteur, peu diplômées, peu qualifiées, en tout cas pour le secteur, et donc nécessité de former et d'accompagner ce personnel. Je vais laisser... Alors oui, Silver Economy, Guy? Oui, on va plutôt croiser. Donc Nicolas Rousseau, moi je voulais connaître un petit peu votre avis sur, pour vous, quels sont les enjeux de demain dans les services à la personne? Pourquoi cette professionnalisation, comme l'a indiqué Didier Château, est aussi importante et votre regard en termes d'organismes de formation spécialistes dans le secteur? Oui, alors je vais revenir sur ce qui a déjà été dit, je crois, pour renforcer le discours sur des problématiques de qualité. Je crois qu'en fait, un des enjeux de la formation et la professionnalisation dans le secteur, c'est aussi d'être capable de démontrer qu'effectivement, les services apportés aux personnes âgées sont des services de qualité. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que et ça passe par des formations techniques, mais ça passe également par une démarche aussi de savoir-être comme auprès des personnes âgées. Le deuxième point, c'est aussi la maîtrise des nouvelles technologies. On le voit sur ce salon. On voit que les nouvelles technologies ont pris un essor important dans ce secteur et ça veut dire que tous les aidants doivent aussi être sensibilisés à cette approche et doivent l'intégrer dans leur pratique. Donc ça, c'est pour le premier niveau, on va dire l'intervention directe auprès des personnes âgées. Après, le deuxième niveau en termes d'enjeux, c'est peut-être sur un niveau d'encadrement de premier niveau qui avec forcément, puisqu'on est dans une démarche aussi on va dire d'optimisation d'une organisation de travail. Donc on a besoin de personnes qui vont être capables d'organiser une planification cohérente qui soit à la fois satisfaisante pour le client, mais aussi qui soit cohérente pour l'intervenant. Donc là, on a besoin de professionnaliser ce niveau intermédiaire également. Et le dernier, qui est le niveau plutôt du futur collaborateur, ou voire même du futur responsable de l'agence, c'est tout simplement le préparer au développement économique de son agence. Donc en fait, avec son aspect commercial, ressources humaines, j'oublie logistique, etc. Donc c'est le troisième niveau là, qui est important dans ce secteur. Alors, un des éléments aussi nouveaux, c'est la construction de la filière. Dans les services à la personne, au tout démarrage, on parlait beaucoup des niveaux 5, type CAP, BEP. Et à l'époque, on n'avait pas de bac dédié, pas de bac pro dédié, des BTS qui n'étaient pas toujours en lien avec nos activités. Donc le travail aussi fédéral a été de créer cette filière. Aujourd'hui, la branche professionnelle a arrêté à peu près une vingtaine de diplômes et de titres. Et je vais vous citer quelques-uns pour vous dire ce qu'on utilise vraiment le plus au niveau de notre secteur d'activité. Aujourd'hui, on travaille notamment dans la petite enfance avec le CAP Petite Enfance. Ça, c'est un diplôme de l'éducation nationale qu'on utilise beaucoup parce qu'on signe à peu près 500 contrats de pro et apprentissage par an sur ce CAP-là. Donc, c'est quelque chose que, chez nous qui est en plein développement. On utilise aussi énormément le titre ADVF, qui est donc ministère du Travail, qui est en pleine réforme. Donc, ce titre ADVF, assistant de vie aux familles, a pris une ampleur très importante. Il a même largement dépassé les deux AVS, le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Et aujourd'hui, l'ADVF devient un peu le pilote de nos activités avec 3 CCP, certificats de compétences professionnelles, un sur la garde d'enfants, un sur le maintien à domicile, un sur l'entretien de la sphère privée. Et à partir de 2016, on a intégré à l'intérieur le handicap. Donc vous allez avoir une nouvelle option dans l'ADVF, un 4e CCP, qui sera un peu comme une forme de mention complémentaire qui se prêtera bien au CPF, au compte personnel formation, sur le handicap. Donc, on utilise également un autre diplôme qui est la mention complémentaire d'aide à domicile, plutôt par la voie de l'apprentissage, celui-ci. C'est quelque chose qu'on a déployé un petit peu sur l'ensemble du territoire, sur le statut d'apprenti.
Après, sur les bacs, donc, on a le fameux bac pro SSP et puis le bac pro SAPAT. Donc, ils sont 2 bacs pro dédiés service à la personne, sanitaire et médico-social. 2 BTS qui ressortent un petit peu. C'est toujours le BTS en économie sociale et familiale et le BTS SP3S qui prend sa place sur l'encadrement intermédiaire. Et la branche a décidé de mettre en avant un nouveau titre qui s'appelle responsable de secteur, qui va vous être présenté dans quelques minutes, qui est en lien direct avec l'activité du responsable de secteur. Et surtout, il a l'intérêt par rapport à un BTS qui est du type 1000 heures à se faire en 400-500 heures, quoi. Et pour les personnels qui ont une expérience de 3 ans dans le secteur des services à la personne, peut se faire en 120 heures. Donc ça, c'est aussi l'innovation. C'est aussi bien se rendre compte de l'évolution de la formation. Globalement, on s'aperçoit que les formations longues vont avoir tendance à disparaître. Et aujourd'hui, on va être plutôt sur des formations très adaptées au secteur des services à la personne. Et ça, par rapport à la branche du service à la personne, parce qu'aujourd'hui, vos salariés, les envoyer 5, 600, 1000 heures en formation, c'est difficile. Alors même si notre OPCA, GFOS PME, finance globalement bien les contrats de professionnalisation, il n'y a pas de souci, on peut encore faire des formations longues, mais vos salariés ont besoin plutôt de formations relativement courtes, adaptées. Et objectivement, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que par rapport aux titres qui existent et aux diplômes qui existent, c'est que vos salariés fassent des choix. Ils prennent des briques, on appelle ça comme ça, des briques modulaires. Ils disent, moi j'ai besoin de me former sur la petite enfance, je prends la brique petite enfance, je me forme uniquement à ça, et sur le maintien à domicile, je verrai plus tard en fonction des besoins. Donc c'est là aussi où on a une véritable évolution dans notre secteur d'activité. C'est un peu la révolution par rapport à ça, par rapport aux différentes lois qu'on avait eues sur la formation, où on était sur le tout diplômant, le tout qualifiant, mais de façon complète. Aujourd'hui, on va avoir des salariés qui nous disent, nous on veut des briques. En parallèle de cela aussi, l'objectif reste le présentiel dans l'activité des services à la personne, mais on a développé aussi toute une activité autour de la FOD, la formation organisée à distance, où demain, on est capable de se former à distance sur tous nos métiers et sur la filière. Donc ça aussi, ça a été un élément de travail important parce qu'aujourd'hui, on peut préparer un CAP Petite Enfance en e-learning. Et donc ça peut paraître surprenant, mais on a fait des tests à grandeur nature, parce qu'on a formé 1000 salariés sur le CAP Petite Enfance en e-learning, et on s'aperçoit que derrière, ça ne pose pas de problème, même si le geste présentiel n'existe pas, qu'on travaille à travers la machine, mais on travaille avec des gens qui ont déjà une expérience professionnelle et qui peuvent interroger à distance un formateur. Et puis, la grande innovation a également été de créer les niveaux supérieurs. Donc, on a travaillé sur les licences professionnelles, on a travaillé sur les masters, on a travaillé avec HEC. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une offre très diversifiée sur les niveaux supérieurs. Ça n'existait pas avant. Et un chef d'entreprise aujourd'hui qui veut se former à un niveau supérieur peut le faire. Et ça, c'est aussi toute cette bataille de l'innovation et puis de la création de nos métiers de demain. Donc, sur l'innovation, on va peut-être parler un petit peu du domicile connecté et puis des nouveaux métiers de demain. Alors, juste un mot avant de parler de la silver economy. Concernant le nerf de la guerre qui est l'argent, vous savez qu'il y a une réforme professionnelle qui a été adoptée, qui est maintenant en route. C'est compliqué, ça a remis beaucoup de cartes à plat, ça a posé des gros problèmes pour certains OF, peut-être qu'il y en a dans la salle. Vous savez qu'on a un secteur où les entreprises n'existaient pas quasiment il y a 10 ans, on pesait 0. Et Guillaume Richard le disait tout à l'heure à cette table, aujourd'hui on pèse entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros, sauf que le calcul de la cotisation est toujours en différé. Et donc aujourd'hui, nous consommons beaucoup plus que nous ne collectons. Donc ça, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que nous sommes dépendants de beaucoup d'organismes qui nous sont plutôt bienveillants. Alors, il existe des dispositifs un peu complexes comme les EDEC. La DGE nous accompagne, le CNSA beaucoup et le Fonds de sécurisation des parcours professionnels. Ce sont des montages compliqués qui obligent à faire de l'ingénierie financière et ça vous oblige, vous, entreprise ou vous, OF, à monter des programmes compliqués et difficiles à mettre en place. Du coup, on a sur le terrain un retard souvent à l'allumage et des difficultés d'organisation. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre et on voit bien que même si
l'envie est là et les besoins sont massifs et majeurs. On voit bien que l'argent est un blocage et qu'à partir du moment où les entreprises n'auront pas une cotisation, j'allais dire, suffisante pour financer leur formation, on sera toujours dépendant d'organismes parallèles et complémentaires, et du coup qui rendront plus complexe le montage financier de vos formations. Alors, par rapport aux critères de branche, il est évident que demain, pour former vos salariés, vous utilisiez avant énormément la période de professionnalisation. C'est-à-dire que vous aviez un salarié qui avait 1 an d'expérience dans le secteur des services à la personne. Alors, on est passé à 2 ans depuis quelques mois. On finançait complètement le parcours de professionnalisation et on arrivait à couvrir une partie des salaires. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous, entreprise. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'a plus de fonds de période de pro. On est passé de 8 millions d'euros à 800 000 euros. Donc, ça veut donc dire qu'on a une diversification maintenant de l'offre de formation et c'est le contrat pro qui a pris la mesure, c'est-à-dire qu'en faveur des jeunes et moins jeunes, pour rentrer dans ce cadre. Donc ça a été extrêmement compliqué pour nous à gérer parce qu'il y a une attente des salariés. Donc, comment former les salariés de demain? Mais le CPF est un outil et surtout, ça va être le montage entre de la période de pro, du congé individuel de formation, du CPF. Il va falloir faire une véritable ingénierie financière par rapport à la formation de demain. Donc ça, c'est aussi un nouvel enjeu par rapport aux entreprises qui vont vouloir former leurs salariés en poste. Et je sais que pour vous, c'est très très important de former vos salariés. Un mot rapide sur la Silver Economy. Il faut savoir que 40% des entreprises ou services proposés aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ans. C'est-à-dire que tous les modèles sont impactés par la numérisation, le digital. Nos intervenants à domicile aussi. Nos clients vont être connectés, leurs domiciles vont être connectés, les usages vont être modifiés. Et donc, vous, organisme de formation ou vous, organisme de service à la personne, il va falloir vous adapter à cette nouvelle offre de service. Soit vous l'acceptez, soit vous risquez de disparaître. Donc nous, au niveau de la formation, on doit essayer d'anticiper ces futurs critères ou transitions qui vont arriver. On a effectivement une veille à assurer. Il ne faut pas qu'on vous envoie vers des gadgets ou des usages qui ne seraient pas acceptés par une personne âgée. Néanmoins, on doit anticiper les besoins pour former peut-être avant l'encadrement intermédiaire et ensuite les auxiliaires de vie, si je parle de la dépendance par exemple. Donc là, on a un projet qui sort des cartons avec un partenariat qu'on met en place avec le Gérontopole des Pays de Loire, où on souhaiterait monter et mettre en place une formation courte sur l'appropriation des nouvelles technologies, Giron Technologies, qui pourraient être diffusées au domicile des personnes âgées. Donc c'est pour 2016, ça sera expérimental et dès que le dispositif est validé, ça sera proposé au niveau national de manière massive, hein, puisque on pense que 10% des auxiliaires de vie peuvent être formés sur des nouvelles technologies. Elles peuvent s'approprier ces nouvelles techniques et le diffuser au niveau des domiciles des personnes âgées. Ça devient un canal de distribution. C'est le meilleur ambassadeur pour connaître le besoin de la personne âgée et faire accepter l'usage de ces technologies à une personne âgée. C'est l'auxiliaire de vie qui connaît bien les besoins de la personne. Peut-être en profiter aussi pour présenter la MDAP. Voilà, c'est ça. Il existe donc un exemple également dans l'Orne, à Alençon, donc une maison domotique d'application pédagogique qui est associée à un centre de formation en apprentissage. Donc ça permet effectivement aux futurs professionnels du service à domicile d'être confrontés, déjà d'être sensibilisés tout simplement aux nouvelles technologies ou en tout cas l'adaptation de l'habitat. Ça le permet également aussi d'adapter aussi leurs pratiques. Hein. J'ai eu l'occasion moi d'échanger avec des apprentis qui eux-mêmes ont réussi à convaincre les personnes, leurs clients, on va dire, à adapter leur habitat. Donc tout simplement, donc c'est ça, on voit bien que l'appropriation de ces nouveaux usages par les aidants permettra aussi de les faire passer auprès des personnes âgées donc, ou du public fragilisé en tout cas. Donc c'est une solution importante. Le deuxième aspect, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que
et ça peut être une appréhension des futurs professionnels, c'est de se dire que les nouvelles technologies pourraient prendre une partie de leur travail. Pas du tout. Je crois que au niveau de la formation, en tout cas, nous en sommes conscients. C'est au contraire peut-être améliorer leurs conditions de travail au quotidien, faciliter en fait la prise en charge technique de la personne et du coup laisser du temps pour une meilleure relation avec la personne âgée ou les personnes d'une manière générale. Donc, une meilleure relation dans les échanges, dans la discussion, moins dans on va dire, la précipitation parfois, puisqu'effectivement, il y a des choses à faire, et plus dans la qualité de l'échange, en fait. Alors, c'est vrai que les aspects nouvelles techno au domicile, ça peut faire peur. On peut se dire c'est loin. On a tous eu cette réflexion-là, et moi le premier. Bon, dans les années 90, quand on a réfléchi à créer une branche du service à la personne côté entreprise, on se disait on est loin, et puis on s'est aperçu que ça s'est fait très très vite, et qu'on a créé un CFA, et qu'on a créé un certain nombre d'outils pour la branche professionnelle. Il est évident qu'aujourd'hui, l'objet, ce n'est pas le tout connecté non plus. Mais au domicile des personnes, on peut interagir sur des outils technologiques simples. Je parle du chemin lumineux, on parle parfois de la télésurveillance. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent permettre un mieux vieillir au domicile. Et notre objectif, ce n'est pas de gadgetiser le domicile, parce qu'on sait bien que la personne dépendante ne sera pas prête à payer cela. Mais ceci dit, il y a une véritable révolution quand même technologique du domicile qui est déjà apparue. La domotique en tant que telle, avec des volets roulants électriques, un certain nombre de dispositifs lumineux, etc., existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et malgré tout, c'est de la domotique et de la nouvelle technologie. Demain, l'objectif est bien de créer une synergie pour permettre aux personnes de rester dans des meilleures conditions possibles dans leur logement. Donc là, derrière, il y a de nouveaux métiers à créer. Et on a aussi derrière l'intérêt de tout cela à former des salariés qui sont un peu parfois dans l'épuisement professionnel, dans les tâches du quotidien, etc., qui peuvent complètement se retrouver dans une idée de diagnostic du domicile, de dire, ben voilà, il vous manque ci et ça au domicile. Et parfois, ce sont des choses simples qui peuvent vraiment créer un mieux-être de la personne à son domicile. Donc on pense qu'il y a vraisemblablement une filière qui va se créer autour de cela. Et même si ça peut paraître encore un peu lointain, parce qu'on parle de 2020, 2030, dans différents écrits que l'on peut faire au niveau de cette fédération, mais derrière, ça va venir. Et il faut qu'on s'y prépare. Et l'objectif aussi, ça va être de créer de la compétence, de la montée en compétence de salariés qui connaissent déjà extrêmement bien le domicile, parce qu'elles y sont au quotidien. Je dis bien elles, parce qu'en règle générale, c'est un personnel féminin qu'on a dans le cadre des services à la personne. Donc la MDAP, le Gérontopole sont c'est un excellent exemple de ce qui peut se faire demain, de ce qui va arriver en tant que tel et du développement de la technologie au domicile. Pour ajouter quelque chose, on n'enlève pas l'humain dans tout ça, bien évidemment. Hein. Voilà, je pense qu'aussi, il y a peut-être un point qu'on n'a peut-être pas encore développé, mais c'est vrai que on a l'impression, quand on parle, souvent on a l'impression que l'intervenant à domicile est seul. En fait, pas du tout. C'est une équipe avec des personnes qui ont des compétences spécifiques. On va passer, je sais pas, de l'assistante de vie à l'infirmière, en passant par la nutritionniste qui pourra intervenir, etc., en fonction de ses spécialités. Et je crois que les nouvelles technologies favoriseront également les échanges, la communication, la transmission, surtout la transmission d'informations nécessaires entre ces différents intervenants. Donc je crois que là aussi, c'est un avantage important. Alors l'idée, c'est de vous présenter un petit film qui a été réalisé dans les Pays de la Loire. Non, Massachusetts. Ah ben non, tu vois. Bon, malheureusement, Internet n'est pas connecté, donc on va être coincé. Non, mais ils ont bloqué Internet. Je sais pas, après, Vous n'avez pas Internet, hein? On ne peut pas... Un peu ou pas, si.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le temps qu'on règle le problème technique. Avez-vous quelques questions sur la professionnalisation et sur le secteur? Sylvie. Le CPF va être compliqué à être utilisé puisqu'il faudra qu'il soit réservé à des formations qualifiantes et qu'une formation qualifiante, c'est minimum 150 heures. Donc, comment on fait? Alors, donc, en effet, le cadre du CPF est plus complexe parce que nous avons l'obligation d'être sur des certifications ou des diplômes. Alors, l'avantage, c'est que nous, la branche, on n'était déjà que dessus. On avait déjà mis en place. Mais l'aspect brique, c'est là où il ressort, c'est-à-dire qu'on pourra aller chercher dans une certification un module. Et on sera bien dans cet enjeu de certification parce qu'on appellera donc un titre ou un diplôme. Et là, ça ne posera pas de problème dans le cadre du CPF. C'est-à-dire qu'on va bien chercher sur le COPANEF, donc le répertoire, la liste des formations disponibles. Aujourd'hui, elle est disponible pour notre branche professionnelle. Donc, il faudra par contre rentrer dans cette liste-là. Et donc, il n'y aura pas de souci. Donc, vous pourrez prendre des modules courts sur les titres. C'est ce qu'on a demandé. Et le tout, c'est que, objectivement, dans 20 ans, j'ai envie de dire, on puisse avoir une qualification complète. Donc, je plaisante parce qu'il y a la VAE entre deux qui viendra compléter l'offre. Nous, on est en DUT carrière sociale avec une option service à la personne. On rentre sur le marché là au mois de juin. On est en deuxième année. Ça nous destine principalement au métier de responsable de secteur. Et donc, il y en a qui voudraient ouvrir des entreprises dans le service à domicile. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous connaissez ce DUT? Est-ce que vous le valorisez? Parce qu'il n'y en a que 2 en France. Et est-ce qu'il est amené à disparaître, comme vous avez dit, comme c'est une formation plutôt longue? Alors, on est face à des étudiants, donc là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ces formations vont perdurer dans le temps. Et les DUT carrière sanitaire et sociale, Nicolas le connaît bien, parce qu'il y en a un à Alençon. Donc non, ces formations ne disparaîtront pas. Et elles sont d'ailleurs valorisées au sein de notre branche, parce qu'on embauche beaucoup d'étudiants qui ont suivi cette formation-là, notamment sur des postes, en effet, d'encadrement intermédiaire, mais également sur des postes de dirigeants d'entreprise. Bon, en règle générale, vous faites vos armes pendant 1 an ou 2, soit en appui dans une agence, avant de prendre une agence. Et quand ça va bien, au bout d'1 an, en règle générale, une agence peut être prise. Donc moi, je ne suis pas inquiet par rapport à votre formation, parce que là, on est plutôt sur la filière initiale, donc là, il n'y a pas de problème. Si tu veux compléter peut-être par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on s'en sort avec Internet? Encore quelques questions? En Martinique et sur l'île de la Réunion, la formation, ça se passe plutôt bien? Un petit mot? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la métropole, mais comment ça se passe chez vous au niveau de la formation? En fait, on a les mêmes problématiques que vous. Hein. Et c'est encore plus difficile, je dirais. Je disais donc, c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre. On est Martinique, hein, pas Réunion. Hein, Martinique. C'est d'autant plus difficile que ce sont des métiers nouveaux qui arrivent et pas nécessairement aussi vite qu'on le voudrait, nous, en tout cas dans les DOM. Mais la problématique est la même. Je soulignais aussi la difficulté des mises en place de ces formations sur notre département vu l'éloignement. Voilà. Vous subissez la problématique de l'éloignement pour la mise en place, etc. Donc, l'objectif pour nous aussi, c'est d'amener chez vous les formations que l'on teste sur le territoire métropolitain pour qu'on puisse, derrière, assurer le développement sur les DOM. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on va y arriver à lancer Internet? Non? C'est dommage que ce petit film reprenait bien tout le sujet qu'on voulait évoquer avec vous. Mais pourquoi il faut ramener les films sur des clés USB quoi? J'avais le lien sur la clé USB, mais pas le film. Normalement, on prévoit ça à l'avance. Non, monsieur, je n'ai pas prévu de le montrer, c'est lui qui... D'accord. Bon. Pas de questions supplémentaires? Allez, Fonctionne pas. merci, désolé. Bon. Sur la présentation. Donc je vais demander au président de conclure nos travaux.
Non, c'est bon. C'était laquelle de présentation? Bien, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je l'ai trouvé très sage, en fait, sur un sujet assez technique. On reste à votre disposition après pour ceux qui voudraient échanger. Merci à tous et à toutes.